Alors, Madame de Villers, vous avez été présidente de la PES de 97 à 99, qui a été une période assez mouvementée. Décrivez-nous un peu le contexte et les réalisations à cette époque. Moi, j'étais déjà au conseil d'administration depuis, quand je suis devenue présidente, j'étais déjà au conseil d'administration depuis 4 ans. Comme à ce moment-là, j'habitais la région, pour moi, c'était une volonté d'un peu faire en sorte que la PES représente l'ensemble des pharmaciens d'établissements du Québec. Donc, autant les gens en région que les gens qui pratiquaient à ce moment-là dans les CLSC ou dans les CHSLD. Donc, quand moi j'ai commencé à être d'abord vice-présidente et puis présidente, c'était une de mes volontés là, de mieux représenter l'ensemble de la profession. Donc, c'était à la suite de ça qu'on a commencé à travailler aussi avec l'Ordre des pharmaciens pour faire des guides de pratique en CHSLD et en CLSC. Donc, ça a été comme l'aboutissement un peu de ça. Également, ça a été une grosse période de négociation. Ça faisait quand même, je ne me souviens pas exactement quand est-ce que notre entente était échue, là, mais au moment où je suis devenue présidente, il y avait quand même, faisait quand même plusieurs années que les pharmaciens étaient sans contrat. Et puis on commençait à sentir un peu la grogne auprès des membres, comme quoi peut-être que le militantisme de la PES devait être un peu plus développé. D'ailleurs, il y a des pharmaciens qui ont demandé à me rencontrer personnellement pour amorcer cette discussion-là. Donc, on sentait que les gens là, voulaient vraiment obtenir une reconnaissance de la pratique en établissement. C'est à ce moment-là aussi qu'a commencé à s'accentuer l'écart entre les salaires des pharmaciens communautaires et les pharmaciens d'établissement. Donc, on sentait que le tapis nous glissait un peu en dessous des pieds, puis qu'on aurait commencé à avoir des problèmes de recrutement, ce qui s'est avéré être le cas plus tard, ce qui est présentement le cas. Donc, c'est sûr que c'est une réflexion qu'on a amorcée au sein du conseil d'administration. On a embauché à ce moment-là Maître Pierre Grenier pour essayer d'être un peu plus incisif là, dans les négociations. Donc, en gros, ça a été pas mal ça, là, les préoccupations que j'ai eues comme présidente. Puis, au sein du conseil d'administration aussi, l'unanimité était là que maintenant, là, c'était maintenant ou jamais qu'il fallait que s'amorce toute cette réflexion-là du militantisme de notre association. Et les négociations ont débuté, les rencontres avec la partie patronale ont débuté. Quelles étaient les demandes de la PES à ce moment-là? Bien, les demandes, c'était surtout la reconnaissance, là, en augmentant les salaires, en augmentant les échelons. C'était de vraiment de briser un peu là, les cadres officiels là, qui nous bloquaient et qui nous empêchaient d'avancer. Il y avait aussi la reconnaissance des pharmaciens en région d'obtenir les mêmes avantages que les médecins ou que d'autres salariés du réseau, c'est-à-dire d'avoir des primes d'éloignement, des primes d'installation, tout ça. Donc, toutes ces discussions-là là, se faisaient là, à la table des négociations à ce moment-là. Mais c'était principalement au niveau des salaires. Okay. Puis pour nous, c'était une forme de reconnaissance là, de la valeur du travail, de ce qu'on faisait dans les établissements. Et comment réagissait la partie patronale aux demandes? Bien, la partie patronale, évidemment, les autres sont toujours là pour nous en donner le moins possible. Là. Donc, c'était pas évident, mais on est allé quand même chercher beaucoup d'appui au sein de nos établissements parce que c'est sûr que la PES a toujours eu un double rôle, hein, le rôle du développement professionnel et le rôle du militantisme un peu plus syndical. Donc, l'aspect professionnel était là. Donc, on avait la reconnaissance des différents intervenants, autant les directions de nos établissements que des médecins, la table des DSP, on a rencontré l'AHQ à ce moment-là. Ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais c'était l'AHQ. C'est ça. On avait quand même beaucoup d'appui, je pense, dans nos démarches, mais c'était vraiment là, toute une question de gros sous. C'était surtout ça qui achoppait. Là, donc, il a fallu qu'on en arrive à prendre les grands moyens. Quels ont été les moyens proposés par le comité de négociation à ce moment-là? Quelle solution en est venue le comité de négociation? Le gros de nos négociations, évidemment, le gros de nos moyens de pression, ça a été évidemment la démission en bloc des pharmaciens là, qui n'a pas eu lieu pendant que j'étais présidente. C'est comme préparé au moment où moi j'étais en poste. C'est sûr que dans nos rencontres, on a annoncé nos couleurs,
on a dit qu'on était prêt à aller jusqu'au bout parce qu'on voulait vraiment obtenir la reconnaissance là, de notre travail. Et puis, on a eu aussi ça, je me souviens plus c'était en quelle année, mais on est aussi allé manifester au Parlement. Il y avait presque tous les pharmaciens qui étaient là, évidemment, sauf ceux qui devaient rester pour assurer les services essentiels dans les établissements. Là, mais ça a été vraiment une grosse période de moyenne pression. Donc, quand le plan de moyenne pression a été présenté, la PES avait l'appui presque unanime de ses membres à ce moment-là. Oui, ça, c'était pas un problème. Et pourquoi les pharmacies, la PES en est venue à proposer la démission à ses membres, qui est un moyen, je crois, qui n'est pas utilisé souvent. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pourquoi ce moyen de pression-là? Je me souviens pas. Je ne suis pas sûre qu'on avait le droit de grève, étant donné qu'on était membre du CNDP. Puis c'était par ce moyen-là qu'on devait procéder, parce que c'est sûr qu'on est à la fois, on a double statut comme pharmacien, on est à la fois des salariés de l'établissement, mais on est également membre du CNDP, là, ce qui entraîne des contraintes. Donc, je pense que c'est pour ça que ce moyen-là a été choisi, mais ça commence à faire un petit bout de temps. Là. Je ne suis pas sûre exactement. Là, Et presque tous les membres ont signé leur décision. Mais ça s'est fait aussi là, après que moi j'ai quitté. C'est vraiment, c'est les discussions ont commencé. Donc, on a annoncé nos couleurs, on a rencontré les intervenants, on a dit les pharmaciens sont prêts à démissionner, puis il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que là, vraiment, on est rendu au bout de nos moyens. Là. Vous avez parlé qu'au niveau professionnel, la reconnaissance, je crois que c'est pendant ces années que le comité de formation professionnelle, si je ne me trompe pas, est-ce que c'était le nom exact, a reçu quand même des montants importants pour accroître la formation des pharmaciens. C'était au cours de cette négociation-là. C'est sûr que ça avait été accepté. Là, ça a été quand même ça, pas des discussions très très longues avec tout le monde était d'accord pour dire que les pharmaciens quand même avaient un apport considérable dans les établissements et étaient prêts à financer là, des montants d'argent pour améliorer. Entre autres, il y avait eu beaucoup de discussions sur le virage ambulatoire. Qu'est-ce que les pharmaciens pouvaient apporter pour favoriser le virage ambulatoire? Donc, les premières formations qui ont été faites se sont faites sur ces sujets-là, ce qui accélérait le départ des patients à la maison, comment les supporter à la maison pour qu'ils puissent s'en aller plus rapidement et tout ça, parce que l'ensemble des intervenants avaient reconnu l'apport qu'on pouvait avoir pour favoriser le retour à domicile des patients plus rapides pour alléger un petit peu le système hospitalier.